Comment est-ce qu'un pays passe d'un statut de nation en développement à celui de puissance émergente? Aujourd'hui, on va décortiquer la longue quête de croissance du Maroc, une histoire vraiment fascinante, faite de grandes ambitions, mais aussi de leçons parfois difficiles. C'est vraiment la question à 1 million. Pendant des décennies, le Maroc a cherché la bonne formule pour se libérer d'une croissance un peu trop lente et enfin trouver sa place dans une économie mondiale qui, elle, n'attend personne. Malgré une volonté très claire de, disons, jouer dans la cour des grands, le Maroc est resté un peu comme bloqué sur la ligne de départ. Le pays avait du mal à vraiment prendre les devants, à s'engager sur cette voie rapide de l'émergence économique. Et cette situation, cette sorte de surplace, a logiquement déclenché un débat crucial au sein du pays. Au fond, quelle est la meilleure recette pour piloter notre avenir, tant sur le plan économique que social? Alors, la première grande tentative du Maroc pour répondre à cette question, ça nous ramène juste après l'indépendance. C'était l'ère des grands plans, très centralisés. Entre 1958 et 2004, le Maroc a lancé pas moins de 9 plans à moyen terme. L'idée, c'était une approche qu'on appelle top-down, c'est-à-dire pensée d'en haut, pour guider l'ensemble de l'économie nationale. Il faut bien comprendre qu'en gros, il y a deux écoles. Soit l'État contrôle absolument tout, c'est ce qu'on appelle la planification impérative. Soit il guide, il incite. Et le Maroc, lui, a choisi cette deuxième voie, une planification indicative, qui visait à encourager le secteur privé plutôt qu'à lui imposer des ordres. Mais au final, ces grands plans se sont révélés être un peu comme des cartes routières dessinées des années à l'avance. Elles étaient beaucoup trop rigides, souvent déconnectées de la réalité du terrain et surtout incapables de s'adapter aux imprévus d'un monde qui changeait à toute vitesse. Alors, face à cet échec, le Maroc a complètement changé de fusil d'épaule après 2002. Fini le grand plan unique et place aux visions par secteur. Une approche qui paraissait bien plus moderne, mais qui en fait cachait une faille fatale. Et là, c'est une véritable vague de projets ambitieux qui a déferlé. On parle de plans très médiatisés pour des secteurs clés comme le tourisme, l'industrie, l'agriculture. Bref, des investissements massifs et un développement visible dans des domaines stratégiques. Le truc, c'est que chaque projet était impressionnant, oui, mais pris isolément. Ils ne se parlaient pas entre eux. Et cette absence de connexion a engendré une conséquence totalement inattendue et bien plus grave. Et voilà la fameuse faille fatale. En fait, chaque plan était développé dans son coin, souvent par des cabinets de conseil internationaux différents, sans aucune vision d'ensemble pour les lier. C'est un peu comme un orchestre magnifique, mais sans chef d'orchestre. Ce manque de coordination, ce n'était pas juste un problème théorique. Ça a créé des fractures très profondes dans la société qui ont fini par freiner le pays dans son élan. Prenons un chiffre qui parle de lui-même. Le taux d'activité des femmes. Il stagnait à un peu plus de 21%. Ça veut dire qu'une immense partie du potentiel économique et humain du pays était tout simplement laissée sur le bord de la route. C'est énorme. Ce chiffre, 0,3995, c'est l'indice de Gini. Ça peut paraître un peu technique, mais ça mesure simplement les inégalités de revenus. Plus on s'approche de 1, plus le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est grand. Et là, on voit bien que malgré certains progrès, ce fossé restait bien réel. Autrement dit, l'ascenseur social fonctionnait à deux vitesses. Les chances de s'élever dans la société étaient radicalement différentes selon qu'on grandissait en ville ou à la campagne. Le lieu de naissance déterminait en grande partie la trajectoire de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche fragmentée a finalement abouti à une société à plusieurs vitesses. Une société où les écarts se creusaient partout, entre public et privé, entre ville et campagne, créant des frictions et affaiblissant la cohésion nationale. C'est à partir de ce diagnostic, un constat assez dur, il faut le dire, que le Maroc a décidé de repartir d'une feuille quasi blanche. C'est comme ça qu'est né le NMD, le nouveau modèle de développement. Une vision globale pour enfin tenter de réparer ces fractures. L'ambition, elle est simple mais en même temps immense. Bâtir un modèle de croissance qui profite à tout le monde, qui soit durable et qui donne à chaque citoyenne et chaque citoyen les moyens de prendre son avenir en main. Le premier grand axe, c'est de libérer les énergies. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça passe par une refonte de l'éducation, des services publics plus efficaces grâce au digital, une économie plus juste et un vrai coup de pouce à l'entrepreneuriat. Le deuxième pilier, c'est de soutenir et protéger. Là, on touche au cœur du contrat social. Il s'agit de renforcer la place des femmes, de développer les zones rurales pour qu'elles ne soient plus les oubliées de la croissance et de mettre en place une protection sociale vraiment universelle. Et enfin, pour que tout ça tienne la route, le troisième grand choix exige une nouvelle façon de gouverner. C'est-à-dire un État qui agit de manière cohérente, qui est transparent dans ses actions et surtout qui accepte de rendre des comptes sur ses résultats.
Ce nouveau modèle de développement est, sans aucun doute, le projet le plus ambitieux que le Maroc ait jamais porté. Mais bien sûr, son succès ne se jouera pas sur le papier. Il dépendra de la capacité à transformer ses grands choix en changements concrets sur le terrain pour tout le monde.